Merci de nous rejoindre pour la seconde partie de cette édition consacrée aux élections nigériennes. Alors pour rappel, samedi 23 février 2019, les Nigérians ont voté pour élire leur président de la République ainsi que 360 députés et 109 sénateurs dans un climat émaillé par des violences qui ont déjà fait une vingtaine de victimes et où la tension est montée d'un cran suite au report du scrutin initialement prévu le 16 février. Il y a 73 candidats en lice, mais tous les regards sont tournés vers le duel pour la magistrature suprême entre Muhammadu Buhari, 76 ans, du Congrès des progressistes ou APC et président sortant qui brigue un second mandat, et Atiku Abubakar, 72 ans, du Parti populaire démocratique ou PDP, ancien vice-président du pays et homme d'affaires multimillionnaire. Alors pour l'emporter, le vainqueur de la présidentielle devra mobiliser, outre la majorité des voix, 25% des 2/3 des 36 États fédéraux du pays. À défaut, un second tour sera organisé la semaine prochaine. 12,8 millions d'électeurs sont attendus, bien que l'on craigne que le report des élections à la dernière minute n'ait grandement réduit le taux de participation. Voilà la situation très complexe que l'on veut décortiquer aujourd'hui. Pour y voir plus clair, nous avons fait appel à un expert en relations internationales. Bonjour Monsieur Xu. Bonjour. Monsieur Xu Tiebing, vous êtes spécialiste et professeur des relations internationales à l'Université des communications de Chine. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Alors, pour ces élections, les électeurs de moins de 35 ans représentaient 51% de l'électorat. La jeune génération, au vu de son nombre important, est devenue la principale variable influente sur les élections nigérianes. C'est pourquoi les deux principaux candidats ont pris des engagements particuliers à leur égard afin d'obtenir leur soutien. On commence ce débat avec un reportage sur place. Des quelques 200 millions de Nigérians, 60% en moins de 25 ans. Parmi les 84 millions d'électeurs inscrits, 51,4% de l'électorat a moins de 30 ans. Ce vaste groupe est devenu une présence non négligeable dans les présidentielles et une force potentielle affectant la direction politique du Nigeria. Par rapport au passé, les jeunes électeurs ne se limitent plus aux origines ethniques, croyances religieuses et autres du candidat. Ils favorisent désormais les compétences et le comportement du candidat. Leurs décisions de vote sont plus rationnelles. Les jeunes Nigérians se concentrent plus sur les compétences et la capacité à livrer que sur l'origine ethnique ou religieuse des candidats. Cela donne de l'espoir pour l'avenir parce que pendant trop longtemps, notre politique était centrée sur l'identité ethnique et religieuse. La jeune génération ouvrira la voie au changement. En outre, les jeunes sont de plus en plus éduqués et soucieux d'exprimer leurs aspirations. Ils évaluent et observent les élections, notamment sur Internet. Pour obtenir leur vote, Buhari et Atiku ont présenté des mesures administratives correspondantes et promis de fournir davantage de soutien et d'aide pour leur participation dans la sphère politique. Ce groupe électoral a également observé ce scrutin par le biais de leur propre réseau technologique et expérience accumulée en matière de participation dans les opérations politiques. Les jeunes pensent qu'il y a un besoin pour un dialogue intergénérationnel. Donc nous ne voulons pas nous limiter en disant que nous voulons juste voir les jeunes au gouvernement. Nous avons besoin de cette mixité. Innovation et dynamisme, mais moins de préjugés et plus de volonté pour essayer de nouvelles choses et voir comment nous pouvons offrir de nouvelles solutions qui permettraient de contribuer au développement de notre pays. Avec le vieillissement progressif d'un nombre important de politiciens influents au Nigeria, l'enthousiasme des jeunes à participer à la politique ne cesse de croître. En mai 2018, le gouvernement nigérian a réduit l'âge limite des candidats à la présidentielle pour répondre à la campagne « Pas trop jeune pour se présenter ». D'ailleurs, plus de 14 millions d'électeurs inscrits pour l'élection en 2019 sont des jeunes votant pour la première fois. 1558 postes publics disponibles dans l'élection générale ont attiré plus de 23 000 candidats, dont une vaste majorité vise à modifier la loi. Nous avons besoin de nouveaux cerveaux et esprits pour déloger ceux-ci et accéder à une nouvelle forme de leadership. Un nouveau paradigme du leadership est ce dont a besoin le Nigeria. Nous avons besoin de personnes qui ont de l'expérience, du caractère, les compétences et l'aptitude. Ce n'est pas au sujet de l'expérience. N'abandonnons pas notre participation politique au nom de l'expérience. Les commentateurs politiques nigérians ont souligné que même si les jeunes représentent une part importante de l'électorat, ils ne sont pourtant pas un facteur décisif dans la présidentielle, mais juste un pouvoir grandissant. Les médias et les officiels nigérians ont jeté un coup d'œil sur l'avenir politique des jeunes générations et prédit que les prochaines élections verront émerger des jeunes leaders remarquables qui prendront en main le changement du Nigeria.
En tant que jeunes, nous essayons de créer des divergences politiques. Nous sommes la nouvelle génération. D'ici 2023, nous aurons une nouvelle sorte de politiciens qui seront compétents et capables d'avoir de nouvelles idées et d'apporter l'innovation à la table. Mais pour que cela devienne une réalité, nous devons créer des changements dans la nature de la politique pour que les jeunes puissent y participer. Alors voilà pour le contexte. Pour rappel, je suis rejointe aujourd'hui sur le plateau par Monsieur Xu Qieping, spécialiste et professeur des relations internationales à l'Université des communications de Chine. Bonjour à nouveau. Oui. Merci d'être avec nous. Alors, première question sur ces élections nigérianes. C'est la confusion qui semble dominer ces élections dans le sens où les résultats ne sont pas encore sortis. On est aujourd'hui lundi, même s'il fait encore nuit au Nigeria actuellement. Mais les résultats devraient sortir au plus tôt aujourd'hui. On ne sait pas, on pense qu'ils seront probablement contestés. Les élections ont été émaillées de violence. Alors, qu'est-ce qui rend ces élections si difficiles aujourd'hui au Nigeria? Je pense d'abord, quand on pense aux deux foyers d'agitation, vous avez par exemple dans l'état de Borno, c'est-à-dire dans le nord-est du pays, avec ce fameux Boko Haram, qui touche tout de même quelques états, disons, aussi de voisinage. Et après, vous avez toujours le delta du Niger, où, disons, je dirais une sorte de petit guérilla qui perturbe, disons, l'ordre social. Au fond, ces deux foyers-là touchent à peu près 15% de la population à l'échelle nationale, sans oublier que Nigeria, bien sûr, c'est le géant de l'Afrique, mais tout de même, c'est le pays où disons, l'ordre social n'est pas très bien, je dirais, respecté et tenu. Finalement, je pense que ces deux raisons-là expliquent, disons, la difficulté de tenue de la promesse d'organisation d'élection. Et deuxième, je pense qu'aussi c'est le critère particulier, parce que différent que les autres États, c'est que l'élection se gagne à travers une majorité absolue, mais il faut aussi, comme vous mentionnez déjà, par exemple, c'est-à-dire dans 2 tiers des États avec au moins 25%. Du point de vue de calcul, du point de vue de statistique, c'est pas si des choses faciles. Oui, alors vous avez mentionné les foyers de violence en fait du delta du Niger et de Boko Haram dans le nord-est, dans l'état de Borno, mais en parlant en termes de tradition démocratique également, au final, la tradition démocratique d'élection démocratique est très jeune dans ce pays. Vous avez, disons que depuis à peu près 60 ans de parcours trajectoire, où vous avez finalement 7 coups d'État militaires et 4 républiques. Ça montre par exemple la difficulté, je dirais, pour un pays tellement géant. Notamment, je pense que historiquement, si on voit, c'est que d'abord, c'est une combinaison un peu tardif, mais aussi très pressée par les Britanniques. Oui. Avec les 4 composants. Au début, on le sait, nord, l'est, ouest, et puis Lagos. Et après, avec le temps, maintenant, ça transforme en 36 États. Et deuxième, c'est qu'au début, c'est plutôt une sorte de tradition parlementarisme britannique. Et finalement, on se revient vers de plus en plus une sorte disons, de régime du président présidentiel. Là, c'est aussi le changement. Enfin, moi, je pense que c'est une question qui monte toujours dans ma tête depuis longtemps. Pour un pays en Afrique comme Nigeria ou d'autres, avec tellement d'ethnies, parfois avec disparates, entre la confession, entre la religion. Au Nigeria. Voilà. Quel est le meilleur choix? Élection au sens parlementaire ou plutôt un homme fort ou, disons, les juntes militaires. On voit, disons, à chaque type, il y a des résultats, disons, contestés, il y a le tragédie, mais parfois, mais aussi je dirais, de certaines réalisations difficiles à obtenir. Enfin, c'est la question, je dirais, la construction de l'État-nation. Malgré toutes ces difficultés, me paraît beaucoup plus longue et pénible que qu'on a prévu au début. Justement, sur le Nigeria, de manière plus globale, le pays est la plus grosse économie d'Afrique, devant l'Afrique du Sud, et en même temps, il compte le plus de personnes vivant dans l'extrême pauvreté au monde. Aujourd'hui, on parle de 87 millions de personnes vivant dans l'extrême pauvreté au Nigeria, des chiffres qui s'aggravent d'ailleurs, en s'aggravant. On peut se référer un peu à la Chine. Parce que qu'on dit deuxième entité économique, etc., pouvoir économique, etc. Mais il faut toujours penser le nombre de la population. Et le Nigeria se compte aussi dans ce classement.
En effet, finalement, c'est que Nigeria devient, disons, la première puissance économique, entre guillemets, non pas par sa performance économique, mais c'est plutôt par un recul relatif aux stagnations de l'Afrique du Sud et grâce aussi au nombre de sa population. Quand on pense à un pays, disons, avec près de 200 millions d'habitants, là, une position de première puissance économique ne surprend personne, mais finalement sur une base assez faible. Vous voulez dire démographique surtout? Oui. Et donc le bilan économique de Muhammadu Buhari est justement pointé du doigt aujourd'hui, puisqu'en fait, il a laissé, il est d'abord, durant son mandat, il y a d'abord une très forte récession liée aux chutes des cours du pétrole, puis finalement on lui attribue également la sortie de récession, mais les cours du pétrole sont également remontés. Au final, tout cela semble pointer la dépendance très claire du Nigeria par rapport à ses ressources naturelles. Donc au final, aujourd'hui, comment est-ce qu'il peut se représenter avec un tel bilan économique? Beaucoup de pays, pour beaucoup de pays africains, on dit toujours le piège de minerais, de matières premières. Nigeria aussi dans ce rang-là. Mais il faut penser que tout de même, avec sa dimension, avec sa population, je dirais le pays pourrait devenir un pays, disons, moins mono-secteur économique. Il pourrait, disons, avec la contribution du pétrole depuis plus de 40 ans ou 50 ans, pourrait développer d'autres secteurs économiques. Je pense qu'à partir de Obasanjo et d'autres dirigeants, on a déjà fait plusieurs tentatives. Qu'on a visité par exemple à Kano, à Abuja, surtout disons autour de Lagos, avec les zones de Lekki, etc. Il montre certaines, je dirais, orientations de cette diversification, mais le résultat reste peut-être jusqu'à maintenant assez maigre. Et que finalement, chaque fois, comme vous mentionnez, quand le prix monte ou descend, alors la performance économique se varie aussi. Oui, et puis il y a également le problème de la répartition de ces richesses du pétrole. Oui. En fait, aujourd'hui au Nigeria, si on regarde les indicateurs, il y a surtout un problème d'inégalité énorme. Est-ce que la démocratie est possible dans un contexte pareil? Il n'y a aucune redistribution. Moi, je pense que la démocratie, bien sûr, c'est bien, mais ce n'est pas une, disons, une recette miraculeuse pour résoudre ce problème. Je pense quand on pense, par exemple, la révolte dans le delta du Niger, un meilleur système de redistribution, pas seulement pour les cathos, pour tout ce qui est income, disons, gagné de l'industrie, mais aussi comment mieux distribuer avec les à des populations locales et à plus longue, je demande la formation professionnelle, un meilleur engagement et emploi de la population locale et lié aussi avec, comme vous mentionnez aussi, par exemple dans le nord, c'est un peu traditionnel, mais plus de population densité, donc il y a un courant migratoire toujours un peu de, je dirais, de plateau du nord vers la plaine maritime du sud. Et de ce point-là, c'est pas facile de maintenir une certaine harmonie interethnique et interconfessionnelle. Oui, mais alors justement, si on parle de la jeunesse et de l'éducation, le problème c'est qu'aujourd'hui, par exemple, Lagos est réputé à 163 universités, Lagos seul est réputé comme un pôle universitaire au final en Afrique de l'Ouest. Mais tous ces jeunes diplômés et toute cette population jeune, il y a énormément de jeunes au Nigeria, que font-ils après leur diplôme, sachant qu'il y a un taux de chômage qui est si élevé? Moi, je pense que, premier, on fait un peu la réserve, parce qu'on est toujours un peu gonflé sur la performance universitaire dans ce pays. Finalement, bien sûr, avec plus de 100 universités. C'est énorme, mais je pense finalement, nous, par exemple, dans l'université, envoie des étudiants comme échange avec ce pays-là. Finalement, dans ce pays, moi, je pense qu'il y a une vingtaine ou une trentaine de pays qui est peut-être vraiment digne de ce nom-là. Oui. Les autres, un peu les collèges, disons, techniques, chez les formations, disons, qui n'a pas, je dirais, à la hauteur voulue, premier. Et deuxièmement, c'est aussi, je pense que c'est de questions, je dirais, généralisées en Afrique. Bien sûr, on fait certains développements, surtout dans l'enseignement supérieur, mais sans pour autant créer de débouchés. Pensez par exemple à l'éducation au Tunisie, en Égypte, et finalement, mieux peut-être les gens formés de sortie de l'université. Ça devient aussi une sorte de réserve de révolte pour futur.
Oui, d'accord, je vois. Et alors, l'AFP, par exemple, récemment, parle donc de l'évolution démographique du Nigeria et y voit un danger, puisqu'elle dit en 2050, le Nigeria sera sans doute le troisième pays le plus peuplé du monde, donc devant les États-Unis, elle parle d'un risque d'implosion socio-économique. Est-ce que, selon vous, il y a un vrai risque démographique là, justement, avec ce foyer de gens éduqués et diplômés qui vont devenir de plus en plus nombreux et toujours pas d'emploi? Encore moi, je penche sur ce point, mais bien sûr, il faut voir un peu les taux de fécondité pour chacun. Par exemple, en Afrique, vous avez par exemple Niger, Tchad ou disons l'Afrique centrale. Souvent, une femme en fécondité avec 5 ou 6 enfants. Nigeria, c'est un peu plus autour de 4. C'est pas le plus élevé, mais tout de même, quand on pense jusqu'à maintenant, 60 ans après l'indépendance, vous avez un peu multiplié par 4 la population, et sans pour autant créer de l'emploi de secteurs de débauchement. Alors, déjà par exemple, on le sait, en Europe, on sent l'immigration de ce pays avec, disons, de bons métiers, mais aussi des choses, disons, un peu parallèles, secondaires, informelles. En gros, moi, je pense que c'est bien vrai que s'il n'y a pas suffisamment, je dirais, de performance économique, de baissement, je dirais, de cette fécondité un peu rudimentaire ou traditionnelle, alors là, ça devient, sinon explosif, au moins un facteur difficile à supporter. Et alors, selon vous, ce sera le mot de la fin. Selon vous, quel est le candidat qui plaira le plus aux jeunes? Au fond, moi, je pense que quand on pense, par exemple, quand on revient, par exemple, sur 30 ans, 40 ans d'expérience politique, de la vie politique de ce pays, ce sont encore des vieux qui règnent, qui reviennent sur la scène politique. Okay. C'est tout le temps qu'on a pour cette participation, malheureusement, aujourd'hui. Merci, Monsieur Xu Tieping, d'avoir été avec nous aujourd'hui.